Bienvenue sur le podcast des catalyseurs engagés des organisations proposé par Andrea Di-Cane. Transformer pour redonner du sens. Au cœur des organisations. Bonjour à toutes et à tous. Tout ce qui est grand se développe avec passion. Et le succès de toute transformation réside dans un état d'esprit positif. Dans ce podcast, nous plongeons au cœur des organisations, à la rencontre des leaders et managers qui insufflent des transformations audacieuses. Leur engagement inébranlable, leur vision inspirante et les décisions qu'ils prennent avec courage impactent la vie des collaborateurs. Je m'appelle Andrea Di-Cane, je suis consultante en transformation des organisations et j'accompagne mes clients sur les projets qui touchent à l'organisation et à l'efficacité opérationnelle. C'est avec une immense joie que je vous accueille aujourd'hui sur le podcast des catalyseurs engagés des organisations. Ensemble, nous allons explorer comment ces femmes et ces hommes créent un impact durable, façonnant l'avenir des entreprises et de ceux qui y travaillent. Si vous aimez le podcast et que vous souhaitez me soutenir dans ma démarche, je vous invite à vous abonner dès maintenant et à le partager avec votre communauté sur les réseaux sociaux. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le deuxième épisode du podcast des catalyseurs engagés des organisations. Et c'est avec beaucoup de joie que je vous présente ma conversation avec Cécile de Guibon. Je connais Cécile depuis quelques années maintenant. Et pour la petite histoire, c'est grâce à Cécile que j'ai décroché mon tout premier stage par apprentissage. J'en profite ici pour saluer la direction actuelle du lycée Saint-Denis de Loches en Touraine, ainsi que l'ancien directeur Gérard Chataillon. Lorsque j'ai lancé ce podcast, j'ai tout de suite pensé à Cécile, à la fois pour son parcours inspirant, son tempérament de bougeuse et pour son leadership. C'est une personne que j'admire beaucoup, c'est une rôle modèle, c'est une mentor pour moi. Diplômée de HEC, Cécile commence sa carrière en fusion-acquisition. Avec plus de 35 années d'expérience, elle a travaillé au sein de grands groupes internationaux, tels que JP Morgan, Marceau Investissement, PPR devenu Kering, General Electric, Groupe Collier. Et son dernier poste était chez Renault où elle exerçait la fonction globale de direction de l'immobilier et des services généraux. Début 2021, dans un contexte de baisse des effectifs, Cécile se porte volontaire pour quitter ses fonctions et ainsi apporter sa contribution au programme de transformation de Renault appelé Renaulution. C'est ainsi qu'à 2 ans de sa retraite officielle, elle a décidé de mettre son expérience au service des startups et des porteurs de projets. Elle est fondatrice et présidente de la société Esserto. Dans cette conversation, elle nous parle de ses expériences dans le secteur de l'immobilier, des enjeux du télétravail, de ses mandats d'administratrice et de l'écosystème qu'elle a créé avec Esserto. Je laisse place à notre conversation. Bonne écoute. Bonjour Cécile, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour le podcast des catalyseurs engagés des organisations. Comment vas-tu? Moi, je vais très bien, je suis ravie aussi. Bon, c'est super, on va passer un petit moment ensemble. Nous nous connaissons depuis très longtemps déjà et tu as été très important dans mon parcours, donc c'est vraiment une immense joie pour moi d'être là avec toi. Je tire un petit coup de chapeau à mon fils Tancred, qui a été le lien entre nous, puisque c'est au collège de Saint-Denis à Loches que vous preniez régulièrement vos repas ensemble et qui t'a dit « Oh mais maman, pas de problème, elle va te trouver un stage en alternance ». C'était pas du tout si simple à l'époque, l'alternance était beaucoup moins développée qu'aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de mal, mais je me suis bien accrochée, ça a marché et puis après tu as franchi toutes les étapes les unes après les autres et je suis ravie de te voir aujourd'hui en femme heureuse, avec un projet, des perspectives, en ayant aussi construit une famille. Bravo Andrea.
Merci beaucoup. Oui, Tancred a été vraiment le fil, on va dire, celui qui a fait le déclencheur en fait de cette carrière. En tout cas, merci beaucoup. Nous allons commencer par, dans un premier temps, ton parcours, Cécile. Et une question, c'est quel était ton fil conducteur pendant toute ta carrière? On commençait par voilà le début, hein, et puis nous dire un peu ton fil conducteur. Alors mon fil conducteur, ça dépend si on parle de mon professionnalisme, hein, de mon expertise, si on parle de ma façon d'être, si on parle de mes valeurs, hein, il y a des différents fils conducteurs. Donc si je commence par le premier fil conducteur, qui sont vraiment, je dirais, la colonne vertébrale, les compétences, on peut dire que je suis une financière. J'ai grandi au départ dans l'analyse financière. Je le revendique. Je suis d'ailleurs membre de la SFAF, hein, la Société française d'analyse financière. J'ai eu la chance d'être extrêmement bien formée par aussi mon premier patron, à qui je tire un coup de chapeau, Sibylla Wenger-Schneider, à la Banque Morgan, à Place Vendôme. Et j'ai eu la chance aussi de partir pendant 1 an. J'étais déjà allée dans le cadre de ma 3e année d'HEC, mais je suis retournée 1 an au début de ma carrière, donc pour Morgan, pour faire le training programme de 6 mois d'abord et me former aux fusions-acquisitions. Donc je pense que cette formation, j'insiste un petit peu, elle est très importante dans la mesure où on jette les bases, on construit une personnalité. Je pense que quelque part, on ressemble aussi un peu à l'entreprise dans laquelle on a démarré. Il y a une forme d'ADN. En tout cas, c'était une entreprise dans laquelle j'étais très très en phase avec la culture, le métier, les personnalités qui y étaient, la façon d'être. J'ai beaucoup, beaucoup appris et je suis très reconnaissante à cette première entreprise, donc JP Morgan. Ensuite, j'ai considéré que le monde, il était vaste et que chez Morgan, peut-être, on avait une perspective, surtout que quand on était jeune, on n'avait pas beaucoup l'occasion de sortir de la banque, de voir des clients, de pitcher, etc. C'était un peu une autre époque. Moi, je souhaitais vraiment faire un petit peu le tour des sujets, comprendre comment on décrochait une mission, on pouvait convaincre un client, exécuter après cette mission, voire même arriver ensuite à se faire payer, ce qui n'était pas toujours simple. Donc, je suis partie dans une petite structure, qui c'était un petit peu l'opposé de JP Morgan, banque très structurée, très structurante, très cadrée, etc. Là, c'était une petite équipe très sportive autour de Georges Pébreau, c'était le début du private equity, ça s'appelait Marceau Investissement. Et voilà, quelques opérations en pile d'assiettes, hein, pour ceux qui s'en souviennent, avec des holdings intermédiaires et voilà, beaucoup de, je dirais, de créativité financière, mais ça m'a ouvert les yeux sur tout un monde. Et j'étais moi en charge de dossiers de fusion-acquisition auprès de Philippe Maïfé d'abord, Bernadette de Borpo-Mainville ensuite. Et donc, je me suis rendu compte que finalement, le conseil en fusion-acquisition, c'était un métier très, très aléatoire, très difficile. Il fallait aussi beaucoup pitcher des clients pour faire confier des missions. Et moi, j'aimais bien le côté très opérationnel et je préférais finalement être du côté de celui qui décide. Alors, on peut décider de ne pas faire, hein, mais il y a un côté, je dirais, plus peut-être engagé justement dans la durée que quand on est consultant ou on accompagne ceux qui décident. Donc, je suis partie comme directeur du développement, en charge des fusions-acquisitions, puis aussi de la veille stratégique d'un petit groupe à l'époque, ça va vous faire rire, qui était le groupe Pinot, qui est devenu ensuite Pinot Printemps Redoute. Aujourd'hui, maintenant, c'est Kering. Il y a eu plusieurs transitions importantes et quand j'y suis entrée, c'était un groupe qui était vraiment dans le bois, qui faisait 10 milliards de francs de l'époque, en 89. De chiffre d'affaires et on était présent dans toute la filière bois, depuis les parties très amont, menuiserie, négoce de matériaux, fabrique de meubles, etc., jusqu'à l'aval, puisque assez vite on a fait l'acquisition ensuite de Conforama, le retail, plein d'autres enseignes prestigieuses, le Printemps, la Redoute. Oui, aujourd'hui un grand groupe. Là, et ensuite, donc j'ai finalement acheté beaucoup de sociétés à l'époque de toute taille, des opérations en bourse très très importantes avec prime sur ce dernier cours coté, etc. Il fallait vraiment gérer la confidentialité de manière très 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 rigoureuse. Et il y avait beaucoup d'intervenants, banquiers d'affaires, avocats, notaires, etc. Jusqu'à des
très petites affaires, je dirais, très familiales, et où j'accompagnais François Répinaud, qui était parfois le fils que ces familles n'avaient pas. Et il fallait qu'il gérait également la dimension psychologique de ces familles, qui remettaient leur affaire entre les mains peut-être de celui qui avait été le concurrent d'une vie. Oui, donc c'était important l'aspect. Donc il y avait des opérations vraiment très, très variées, très nombreuses. Et puis je faisais des acquisitions, puis aussi beaucoup de cessions. D'accord. Surtout quand on a quitté tout le secteur de l'industrie et du bois, où il a fallu vendre par appartement. Une période qui m'a aussi permis de beaucoup me former. Et du coup, je me suis rendu compte que ce côté très opérationnel, j'aimais beaucoup. Mes fusions-acquisitions, c'était parfois très en amont. C'était aussi... et aléatoire aussi. Voilà, et surtout, j'étais très en amont des opérations. Et il se passait un laps de temps important entre le moment où on analysait, on diagnostiquait, je faisais toutes les valorisations, etc. On négociait les due diligence, les closings. Et puis le moment où les affaires, elles rentraient réellement dans la vie du groupe. Et du coup, j'ai préféré aller vers des métiers avec des impacts du quotidien. D'accord. Et des vraies réalités opérationnelles du quotidien et beaucoup d'interfaces avec les équipes et les collaborateurs du groupe. Et j'ai été finalement exaucée, puisqu'on m'a proposé d'aller vers un métier que je connaissais pas. Les gens des fusions-acquisitions dédaignent un peu, regardent avec mépris l'immobilier. Ça a un petit peu changé, mais pas tant que ça. L'immobilier, c'est pas forcément un métier qui a toujours bonne presse, et je peux parfaitement le comprendre. Donc moi, finalement, si tu me demandes à la fin quel a été aussi mon fil rouge dans mon comportement, c'est de pas avoir d'œillères, et c'est d'être ouvert à la nouveauté, de pas forcément se cantonner à des fast track ou à des voies royales. Moi, j'ai accepté de prendre un risque quelque part, d'aller découvrir, défricher des terrains plus originaux. La profession que j'ai ensuite pratiquée, de directeur immobilier, j'ai commencé chez Pinault. En fait, je l'ai fait pendant 11 ans. J'ai évolué après, rapidement, chez General Electric avec une casquette d'investisseur. Puis comme conseil utilisateur chez Westdale, qui est devenu Colliers, et enfin pendant 8 ans comme directeur de l'immobilier des services généraux de Renault. Mais tout ça fait finalement 30 ans avec un focus central qui est la fonction immobilière en entreprise. Des directeurs immobiliers, il doit y en avoir 150 ou 200 en France, donc c'est une toute petite profession. Et ça veut dire aussi que c'est un risque pour après faire évoluer sa carrière. Et donc j'ai eu des très très beaux postes, et j'y reviendrai après sur ce que je fais maintenant, et où j'ai pu évoluer, c'est-à-dire que chez Pinault, j'étais directeur de l'immobilier et des assurances. D'accord. J'ai beaucoup aimé ce métier de risk manager. Bon, mais après, j'avais un profil peut-être un peu trop hybride en ayant ces deux grandes spécialités. La fusion-acquisition avant, donc la finance, et puis... 10 ans de fusion-acquisition qui m'ont beaucoup structuré, qui ont toujours été un peu ma marque de fabrique. Donc, qui donne aussi une certaine rigueur, une certaine compréhension rapide aussi des chiffres. Moi, je conseillerais à tout le monde. D'ailleurs, pour mes étudiants de la Sorbonne, du GESIC, j'ai fait intervenir une de mes amies, Isabelle de Kervillers, qui a écrit un livre qui s'appelle « Dessine-moi la finance ». D'accord. Parce que j'avais trouvé que l'année dernière, il y avait des étudiants qui avaient vraiment des lacunes en compta. Et donc, je me suis dit, on peut pas partir dans la vie et faire un master comme ça d'immobilier à la Sorbonne, après avoir fait des brillantes études diverses et variées en gestion, comme archi, comme juriste, etc. Sans avoir les bases, en fait. Voilà, et donc c'était vraiment un survol. Mais c'était plutôt une invitation pour dire, écoutez, la compta, il faut que ça ne rebute personne. On doit tous savoir lire un bilan. Pas besoin d'être un grand spécialiste en compta, mais il faut un minimum et surtout, faut pas avoir de complexe, de se dire, non, la compta, c'est pas pour moi, les chiffres, j'y comprends rien, etc. Non, il faut se sentir, il faut avoir confiance en soi et se dire que, bien sûr, il y a des sujets que l'on maîtrise mieux les uns que les autres, mais il faut faire l'effort d'avoir, en tout cas, un petit vernis qui permet de donner des réflexes. Entièrement d'accord. Surtout que les chiffres sont partout aujourd'hui. On verra plus tard notre entretien, mais par rapport à l'activité que tu fais aujourd'hui, mais les chiffres, c'est partout. Et donc, ça nous ramène aussi au métier de l'immobilier.
Aujourd'hui, on parle beaucoup de télétravail, on parle des salariés, l'engagement des salariés. Et comment tu vois en fait le métier aujourd'hui de l'immobilier vis-à-vis de l'engagement des salariés? Alors moi, je suis très contente, puisque l'immobilier en entreprise, qui a été quand même la posture que j'ai eue, qui est très particulière au sein de cette très large industrie, qui est composée d'investisseurs, de promoteurs, de constructeurs, de quantité de conseils, que ce soit les avocats, les notaires, les bureaux d'études, les banques d'affaires, bien sûr. Tout un écosystème. Voilà, tout un tas de professions, architectes, évidemment. Et moi, j'étais donc dans cette optique très particulière de ce qu'on appelle dans notre jargon utilisateur, c'est-à-dire celui qui, quelque part, consomme des mètres carrés, a besoin d'espace, a besoin d'implantation. Et cette fonction d'entreprise, qui est clairement une fonction support, et de plus en plus qu'on a essayé de faire grandir vers une activité de business partner en contact direct pour le déploiement, accompagner le déploiement de la stratégie de l'entreprise et proposer un outil de travail bien dimensionné aux équipes, que ce soit des bureaux bien sûr, mais ça peut être des surfaces commerciales, des entrepôts logistiques pour la supply chain, des usines bien évidemment, mais aussi pour la santé, des hôpitaux, des hôtels. Enfin, clairement, ce n'est plus fonction support, c'est vraiment stratégique. Exactement. Et ces métiers-là, je crois que tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, et notamment le souhait, je dirais la détermination des entreprises à attirer des talents et à faire en sorte qu'il y ait un très bon équilibre entre du télétravail, qui est très largement maintenant dans les mœurs et qui est, je pense, demandé, et on n'y reviendra pas en arrière, mais essayer de réinventer les lieux de travail, les lieux de rencontre, les lieux d'innovation, les lieux de convivialité, pour faire en sorte que il y ait des vrais liens qui se créent au sein de l'entreprise pour vraiment faire partie d'une organisation. Et j'aime beaucoup ton titre des catalyseurs engagés, parce que je pense qu'une entreprise qui va faire la différence entre deux entreprises, ça va être l'engagement des collaborateurs. Et je pense que tout ce qui est lié au lieu, aux espaces, aux expériences, parce qu'au-delà des espaces, c'est vraiment l'expérience avec tous les services. Et c'est pas tellement une question d'esthétique. Bien sûr, on essaye toujours de faire en sorte que des locaux soient attractifs, soient au goût du jour, soient modernes, soient dans les beaux coloris, les beaux matériaux, très classe. Mais on se rend compte que finalement, il peut y avoir des espaces qui peuvent paraître parfaits sur le papier, et qui pour autant n'arrivent pas à créer cette espèce d'ambiance, d'envie d'être ensemble, d'envie de rester, quelque chose de chaleureux finalement. Voilà, et donc je veux dire, c'est beaucoup plus que simplement des recettes à appliquer, c'est toute une réflexion très stratégique, en coordination très très étroite avec le management de l'entreprise, et aussi les collaborateurs, faire en sorte que dans toute la gestion du projet, les collaborateurs puissent se projeter, puissent s'exprimer, puissent accompagner le projet et être véritablement partie prenante. Donc je pense qu'un projet qui aura du mal ensuite à décoller, c'est quand on arrive avec quelque chose de tout ficelé, tout terminé sur un plateau, et qu'on dit voilà, maintenant vous n'avez plus qu'à vous installer. Ça, je pense que on prend un risque que les gens n'adoptent pas leur espace de travail. Alors que s'ils en ont été les acteurs, qu'ils en ont été un petit peu qu'ils ont porté sur les fonds baptismaux, qu'ils ont exprimé. Donc dès le départ, impliquer les salariés, impliquer toutes les parties prenantes finalement au projet. Voilà, et faire en sorte que tout le monde travaille ensemble. Moi, ça a été vraiment mon mode de management, c'est l'implication des équipes. C'est pour ça que j'aime ton d'engager, puisque quand on propose aux gens finalement de dire en amont ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent, ce qu'ils imaginent, je pense que personne n'a le monopole des bonnes idées. Dans les entreprises, ça fait bien longtemps qu'on a compris que on peut pas fonctionner en top-down. Sur certains sujets, oui, bien sûr, il faut qu'on prenne une décision, oui, mais en revanche, je pense qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels un débat, un dialogue, et puis on peut y aller step by step, faire des POC. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire
en équipe pour Et faire je sais qu'il y a un aussi projet. les focus group qu'on utilise dans pas mal d'entreprises pour décider, pouvoir un peu faire récupérer aussi toutes les idées, effectivement, ou des pain points, comme on dit, en tout cas des problématiques qu'on peut remonter. Excellent. Et puis j'ajouterais même, une fois que le projet est terminé, faire en sorte que toute la phase post-projet, SAV, toute la partie charte charte de vie, charte du soit aussi très bien gérée, parce que c'est pas forcément parfait du premier coup, donc il faut entendre les réactions des collaborateurs et faire en sorte de faire ensuite évoluer les projets, parce que des grandes règles, tous les professionnels de l'immobilier, et c'est une des difficultés justement de notre métier, c'est de construire des environnements et des solutions qui puissent être flexibles. D'accord. Il n'y a rien de définitif. Déjà, les projets, ça met quand même un certain temps avant qu'on puisse les livrer, comme on dit, Oui. la phase livraison. Donc mise à disposition des nouveaux espaces. Donc entre le moment où vraiment on se met d'accord sur ce qu'on va réaliser, le moment où c'est prêt, même si on essaye toujours d'accélérer, oui, il y a quand même du temps. On parle en mois, voire quand on construit un immeuble en années. En années, tout à fait. Et ce qui n'est pas le temps habituel en entreprise où les choses vont beaucoup plus vite. Donc c'est pour ça qu'il faut arriver à mettre en place des solutions flexibles qui permettront ensuite de continuer à s'adapter, parce que beaucoup de choses peuvent intervenir en cours de projet, comme en particulier des changements d'organisation. Et merci beaucoup, Cécile. Et est-ce qu'il y a un exemple qui te vient comme ça en tête d'un projet de déménagement ou avec quelle stratégie qui a été mise en place? Est-ce qu'il y a un exemple, tu aurais un exemple concret comme ça? Écoutez, moi, je peux vous parler par exemple, d'un lieu qui existe toujours et qui est assez incroyable. On vendait des succursales automobiles. D'accord. Et entre le moment où, en fait, dans le cadre du schéma directeur, en l'occurrence Île-de-France, où on décidait qu'on allait libérer un emplacement qui était plus du tout adapté au commerce, qui pouvait ne plus être accessible par des smirmors qui livraient les voitures, enfin, qui nécessitait parfois des mises aux normes techniques qui étaient plus du tout en phase avec notre business. Donc, on a été amené à quitter des lieux qui parfois étaient emblématiques. Je pense notamment à la rue Amelot, mais il y a eu après Beaugrenelle et il y en a eu d'autres. Donc, c'était vraiment tout un déroulement, un déploiement d'opérations pour, à partir de ce schéma directeur, programmer la mise en concurrence, la mise en vente, etc., mais aussi au passage la libération et le transfert des équipes, des activités, et pour que les clients aient d'autres sites sur lesquels ils pouvaient aller soit acheter, soit faire réparer leur voiture. Donc, on a été amené à fermer, en l'occurrence, la rue Amelot. Et quelqu'un dans mon équipe, Anne-Christine Brusset de l'Ouvrier, me dit « Mais tu sais, Cécile, ça va nous coûter cher de faire le gardiennage. » Et dans le même temps, on est en train de nous demander des lieux de type garage, de type incubateur, de type lieu pour de l'innovation, etc. Pourquoi est-ce qu'on n'installerait pas de manière temporaire, pendant qu'on recherche un acquéreur et qu'on met en vente ce site, pourquoi est-ce qu'on n'installerait pas des startups? Et donc, c'est ce qu'on a fait finalement en un temps record. Et en fait, le hasard fait qu'il y avait deux grandes thématiques à ce lieu, qu'on a appelé le Square. D'accord. Un petit passage qui se termine d'ailleurs au Bataclan, en plein 10e arrondissement. Plusieurs startups y sont installées. Moi, aujourd'hui, je suis business angel d'une d'entre elles qui s'occupe de vélos électriques, qui s'appelle Starbolt et qui s'est développée là. Puis j'en ai rencontré d'ailleurs plusieurs autres. Et donc, ce lieu, en fait, finalement, fonctionne toujours, puisque l'acquéreur du site, I3F, a accepté finalement de maintenir la présence de toutes ces startups. Et donc, c'est vraiment une histoire comme quoi, de manière très impromptue, en étant finalement très, très agile, très flexible, en trouvant les solutions qui vont bien, on est arrivé à jouer un rôle clé dans cette nouvelle économie, dans ces startups, puisqu'il y avait deux grandes thématiques. La thématique de la mobilité et la thématique des espaces de travail. D'accord, donc des startups qui travaillent dans ce domaine, qui mettent en place des solutions. Une quarantaine de startups. Donc il y avait des startups soutenues par Renault,
et qui ensuite ont proposé différentes solutions, et puis des startups qui sont venues compléter cet écosystème. Et ça, c'était en quelle année déjà? Parce que oui, on va faire le lien avec l'activité d'aujourd'hui. En fait, on était allé en Silicon Valley avec toute l'équipe. D'accord. Faire un Learning Expedition, et au retour, j'ai voulu faire pour l'ensemble des équipes, j'ai appelé ça le Club 70, c'est-à-dire que c'était mon codir, le codir de tous les membres de mon codir, plus les assistantes et quelques personnes qui étaient clés dans l'organisation. Donc ça représentait dans 70 personnes, et j'avais voulu les familiariser à tout ce phénomène des startups. Et donc on avait fait une grande journée de startups, où on avait demandé à une dizaine de startups du master HEC X entrepreneur, avec qui j'étais en fait partie la première fois, avant d'y retourner un an plus tard avec mon équipe, et donc de nous faire une sorte de... on a fait une expédition découverte. Voilà, au square, avec des tables rondes, des séances de pitch, et toute la thématique, la terminologie des startups, pour montrer un petit peu la façon de fonctionner, l'organisation avec ce club. Et je me souviens qu'il y avait également un auteur qui était venu, Christine Cardelan, présenter son livre qui s'appelle Dans la Google du loup, qui était un livre qui expliquait aussi très très bien tout ce fonctionnement de la nouvelle économie, de l'internet, etc. Donc c'était voilà une façon de faire participer, d'associer, de partager plus largement ces découvertes, cette expérience, pour ouvrir les yeux sur tout un monde qui était en train de démarrer, depuis avec... Aujourd'hui, on le voit avec la French Tech, avec Station F qui est très développée, mais donc effectivement, c'était une alternative. C'était juste au moment où la Station F d'ailleurs ouvrait ses portes, mais sur une toute autre échelle, puisque la Station F c'est 1000 startups. Oui, de Xavier Niel. Une autre dimension. Là, c'était plus à taille humaine, mais une vraie réussite. Oui, ça se voit, tous les ingrédients aussi étaient là, d'avoir un écosystème assez fort finalement. Et des espaces, c'est vrai, puisque en plus, comme c'était une ancienne succursale, il y avait des parties garage, des parties où on peut faire des essais de véhicules dans les rampes qui donnent accès aux différents niveaux, etc. Et c'est où exactement? Dans un petit passage qui est entre la rue Amelot et le boulevard Voltaire. Et il y a notamment une grande halle ancienne du 19e siècle. Et donc, il va y avoir un grand programme, 60% de logements sociaux, mais avec des locaux d'activité complémentaires. Il va y avoir également de l'agriculture urbaine en toiture. Enfin, il y a tout un programme qui a été mis en place par l'acquéreur. On avait 4 offres fermes à l'époque. Réinvestir toutes ces sommes dans le redéploiement de Renault et de ses nouveaux métiers, notamment tout ce qui est l'électrique et la mobilité. D'accord. Mais bon, c'est super. Mais j'ai envie qu'on reste un peu sur l'activité que tu fais aujourd'hui finalement, parce que ça fait un peu une transition avec Esserto. Donc je voulais un peu comprendre comment tu as réussi, après 60 ans, 59 ans, à réinventer ta carrière. Et donc là, de ce que je comprends, c'est que finalement, il y a eu un lien avec ton activité chez Renault et puis ce que tu fais aujourd'hui. Oui, alors en fait, moi j'étais très très heureuse dans les grands groupes, puisque j'ai eu la chance de travailler dans des entreprises magnifiques. Oui, c'est important de le dire. Que ce soit JP Morgan, que ce soit PPR, que ce soit Renault, c'était General Electric, c'est vraiment des groupes mondiaux qui, je dirais, faisaient en sorte que les collaborateurs soient vraiment gâtés à tout point de vue. Et finalement, il y avait une chose que j'avais jamais faite, et beaucoup de gens m'avaient dit « Oh, Cécile, on comprend pas que vous n'ayez pas monté votre société avec la personnalité que vous avez, etc. » Et puis c'est vrai que c'est devenu quelque chose de tellement courant. À mon époque, ça l'était moins, il y a 40 ans. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens se mettent à leur compte, créent leur entreprise. Beaucoup de personnes préfèrent travailler en freelance.
Oui, on et le être un voit. Et petit puis, il y a peu... pas mal de conditions aussi pour améliorer les emplois donc des indépendants. Et c'est vrai que chez Renault, il y avait un exercice que j'ai fait plusieurs fois avec mes équipes que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Vie ma vie. Hein, se mettre un peu à la place des Ah, autres et super. essayer de tourner sa casquette. Et donc je me suis dit, bah, moi qui ai vécu comme ça 40 ans dans les grands groupes, je vais D'accord. essayer de voir ce que ça donne bah, d'être à mon compte et de vivre les réalités du quotidien de personnes qui sont leurs Pour leur propres, compte. qui Et donc sont là, entrepreneurs. Donc je suis devenue entrepreneuse et d'ailleurs au sein du cercle des femmes de l'immobilier, hein, qui d'accord. était un cercle qui réunit une petite centaine de femmes qui ont des responsabilités importantes chez Dans un peu l'immobilier. tous les acteurs de l'immobilier. Hein, c'est qui a été créé par Joël Chauvin il y a maintenant 15 ans. On a créé un sous-groupe qui sont les femmes qui ont créé leur propre D'accord. structure. Ils sont à s'appelle leur compte. Les entrepreneuses. Les D'accord. entrepreneuses, donc on ne cherche pas de job. C'est des femmes qui ont vraiment choisi d'être à leur compte. Et on a un lieu d'échange, un lieu de partage, un lieu de bienveillance aussi, un lieu d'écoute, beaucoup d'entraide. Et parfois d'ailleurs, on travaille ensemble, on partage des missions, on s'épaule et on se complète. Donc c'est une autre façon d'organiser son temps. D'accord. Et aussi je dirais de tirer le meilleur de son expérience, puisque toutes ces femmes, certaines sont quand même encore très jeunes, hein, mais Alexandra par exemple qui fait de la formation, mais d'autres ont finalement pas mal de cordes à leur arc et arrivent à bien valoriser cette expérience comme senior advisor ou de Et fonds donc, c'est un private réseau equity. finalement de partage d'expérience et aussi d'apprendre des autres, les unes des Voilà, autres. chacune a ses propres missions, D'accord. mais parfois il y a des missions qu'on nous propose qui ne nous correspondent pas, hein, en termes de savoir-faire, et du coup on recommande une autre d'entre nous, ou éventuellement on peut travailler ensemble dans certains cas. Et puis on se D'accord. coach aussi beaucoup les unes les autres. Il y en a une d'ailleurs d'entre nous qui est véritablement coach, qui D'accord. également pour gérer comme nouvelle activité de sa carrière, Marianne de Battisti, qui avait travaillé elle-même, je crois, de l'ordre de 40 ans également au sein du groupe Caisse des dépôts. Elle a suivi une formation de coach à HEC Exécutive et Oui, super. elle exerce avec beaucoup, beaucoup de talent pour aider chacun à bien positionner son savoir-faire, son discours, son offre également, à bien défendre ses demandes. C'est pas toujours facile de se faire payer pour Oui, son travail. quand on est à son compte, oui. Voilà, donc effectivement, tout ça, elle aide chacun à s'affranchir aussi de ses points de blocage, hein, de ses cailloux dans la chaussure, comme on dit parfois, oui. ou zones d'inconfort. D'accord, très bien. Et donc, effectivement, donc là, c'était le Vie ma vie. Voilà, Pour, Vie ma vie. Donc moi, je me suis dit, je vais me mettre à mon compte. Mais bon, pour faire quoi? Et j'avais trouvé que toute cette économie des startups était, je dirais, une activité qui permettait une collaboration entre des personnes d'expérience qui parfois en regardant un pitch, peuvent tout de suite mettre le doigt sur des choses à améliorer. Certains m'ont dit, ah, c'est incroyable, ça fait des semaines qu'on travaille notre pitch, et toi tu l'ouvres, et tu nous montres tout de suite ce qui va pas. C'était Bill Toby qui m'avait dit ça lors de la première levée de fonds. Mais ça peut être pouvoir contacter les bonnes personnes au bon moment, parce que moi j'ai été parfois très choquée du temps que l'on fait perdre à des startups à qui on dit ah ben non, mais finalement le rendez-vous va pas avoir lieu, et puis on le reprogramme, il a lieu 2 mois plus tard. Les équipes dans les grands groupes se d'avoir un rendent pas. réseau qu'on active pour aller vite, hein, finalement. Voilà. C'est ça le réseau, c'est à cela qui sert, hein, d'aller vite. Toucher les bonnes personnes, pas se faire balader, aller à l'essentiel. Oui, et gagner du temps. Oui, et certains me qualifient d'ailleurs de tiers de confiance. J'adore, voilà. j'aime beaucoup tiers de confiance. Ouais, c'est mes startups qui m'ont dit oui, tu agis vraiment pour nous comme un tiers de confiance. Et c'est vrai que ce feedback, sachant que bon, moi j'ai choisi d'être vraiment dans mon métier. D'accord, c'est-à-dire
l'immobilier, mais vraiment sous l'angle PropTech. Donc tout ce qui est digitalisation, parce que je pense franchement que les 10 années qui viennent, et ça a déjà commencé, vont permettre, grâce à la technologie, grâce à l'IA, grâce à toutes les applis en mode SaaS, la tech au sens large, vont vraiment nous permettre de faire des choses formidables pour la traçabilité, pour le travail en équipe, pour la réactivité, pour la fiabilité que les anciennes méthodes, même avec des SharePoint, étaient beaucoup plus lourdes, contraignantes, nécessitaient, je dirais, une implication de tout le monde, alors que là, aujourd'hui, ça devient tellement facile, tellement convivial. Tout le monde a une tablette, tout le monde a un smartphone, et tout le monde comprend à quel point ces applis sont bénéfiques pour chacun. Et donc, pour nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent, c'est vraiment à partir de 2020, c'est ça que tu lances Esserto à ton compte. Et donc là, ton activité, c'est vraiment en tant que business angel avec un certain nombre de startups. Voilà, alors en fait, les choses se sont faites très facilement et je dirais très rapidement. C'est le bouche à oreille qui a fonctionné. J'ai pas mal renouvelé en fait mon carnet d'adresses. J'avais l'impression de connaître beaucoup de monde. Effectivement, mais il y en a toujours beaucoup de nouvelles à rencontrer, et ça c'est formidable. Donc il y a tout un tas de gens aujourd'hui que je vois, que je connais depuis relativement peu de temps, et ça aussi c'est agréable de beaucoup renouveler. Vous voyez, pas toujours voir indéfiniment les mêmes têtes, même s'il y a beaucoup de liens d'amitié qui se créent. Et je vous parlais de ce club notamment des entrepreneurs et beaucoup d'autres. À l'ADI, l'association des directeurs immobiliers, j'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup plaisir à y aller, mais il y a beaucoup d'autres, je dirais, cercles, que ce soit l'ORIE, que ce soit HEC Immobilier, enfin il y a beaucoup d'endroits où j'ai vraiment beaucoup de plaisir à aller, mais c'est vrai que c'est bien aussi de se renouveler et de rencontrer des nouvelles têtes, surtout quand il s'agit d'hybridation de savoir-faire, d'expertise. Dans mes startups, il y en a beaucoup. Il y a relativement peu de débutants. Ce sont plutôt des personnes qui ont des expériences dans des entreprises et qui se sont rendus compte qu'il y avait des lacunes, qu'il y avait des choses à améliorer, que la technologie permettait aujourd'hui de faire des choses nouvelles. Donc, je me suis laissée un petit peu porter et guider. Et donc, là où j'ai exercé mon jugement, c'est de voir si dans tout ce qui était proposé, c'était vraiment des applis, la plupart du temps c'est en mode SaaS, des solutions qui me paraissaient pertinentes, qui me paraissaient apporter un vrai plus. Et puis vrai surtout, impact finalement pour les utilisateurs. Alors l'impact également, parlons-en, puisque ça c'est le mot à la mode. Et c'est vrai que on travaille beaucoup sur l'impact. Alors certaines par nature sont impact compatibles par nature de leur activité. Je pense par exemple à Mobius qui fait de la récupération de faux planchers techniques, qui les récupère, qui les nettoie, qui les reconditionne et qui les relivre. Oui, donc là on est vraiment dans l'impact mais aussi, environnemental aussi. Sur la digitalisation de process, comme Check and Visit, qui donne aussi du travail à des opérateurs à temps partiel dans des régions qui peuvent être des étudiants, qui peuvent être des jeunes seniors. Donc, vraiment apprendre des métiers à des personnes volontaires qui ont envie de se réinventer et d'avoir une activité pour accompagner les prises à bail et les états des lieux dans les locaux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec des activités comme le co-living, Airbnb, etc., il y a vraiment besoin de prestations, et on est vraiment dans la numérisation, la digitalisation des espaces, des prestations. Voilà, donc il y en a eu beaucoup d'autres. Donc la première année, il y en a eu 8. Donc 8 startups différentes, alors que j'organise selon les 3 grands axes de nos métiers: l'asset management, le project, et puis le FM. Et il y a également Philippe Morel avec Dynamic Workplace qui a lancé le concept de valeur d'usage des bâtiments, comment faire évoluer, comment adapter les lieux et rendre aussi les actifs pérennes et attractifs.
D'accord. Il y a des boîtes comme Starbolt, justement, les flottes de vélos électriques partagées entre collaborateurs. Il y a Clovis qui fait de la gestion de projet. Il y a Urbest qui est un outil pour le pilotage des activités de maintenance et d'exploitation technique des bâtiments. D'accord. Avec une traçabilité, une réactivité. Il y a Ligerio, qui est une plateforme de vente en ligne de matériaux de qualité. Qui est basée en Touraine, hein, c'est voilà, ça, oui. Il y a plusieurs sociétés dans mon écosystème, effectivement, dont le siège est pour les uns à Rennes, à Tours, avec Welcomer, qui fait de la digitalisation de Oui, Welcomer, que j'ai rencontré aussi à un événement de Vivatech, d'ailleurs. Et ils ont eu également le prix de l'innovation au salon de bravo. La sécurité de la porte de Versailles la semaine dernière. Fierté, hein. Donc il y en a beaucoup qui sont primés, qui décrochent des prix, qui font leur levée de fonds. Il y a Urban Canopy également qui a son système de végétalisation et de rafraîchissement des villes. Aujourd'hui, on en voit sur les parvis de pas mal des gares, notamment parisiennes, gare de Lyon, gare d'Austerlitz. Donc c'est je ferai attention la végétalisation et récupération d'eau pour quand on peut pas planter d'arbres, avoir quand même des coins de fraîcheur. Et là, on est en plein dans l'impact aussi exactement, environnemental. Tout à fait. Donc toutes ces entreprises, par un biais ou par un autre, quelque part, apportent la nouveauté dont on a besoin et parfois tout à fait dans la frugalité. D'accord, c'est génial. Mais je mettrai bien la liste des startups parce que c'est intéressant en fait finalement les différentes activités qui diffèrent d'une startup à une autre et en même temps de voir l'impact qu'ils veulent avoir aussi sur à la fois sur l'environnement ou sur la partie tech. Et c'est vrai que toutes ces startups au début ne se connaissaient pas du tout entre elles. Et la première étape est de faire connaissance les uns avec les autres. Et on se rend compte à quel point c'est important déjà de pouvoir s'appuyer sur des pairs, de pouvoir se confier. Les chefs d'entreprise, vous savez, ils ont tous à peu près les mêmes préoccupations. En ce moment, c'est beaucoup donc les levées de fonds. Les levées de fonds qui sont très compliquées. Mais aussi des sujets RH, comment renforcer les équipes, comment recruter des collaborateurs, toute la partie management et puis les montées en version. Enfin, il y a énormément de sujets sur lesquels ils peuvent partager en confiance. Et puis les préoccupations des uns à un instant T peuvent être des sujets que d'autres ont déjà réglés sur lesquels il y a un retour d'expérience. Donc il y a vraiment un partage aussi d'expérience. Voilà, beaucoup de partage. Comment tu fais pour tu sais de les réunir ou il y a des événements Oui, alors la première année, j'avais lancé le Café Certo, donc c'était le premier mercredi du mois. D'accord. À 8h30 autour d'un café. Et là maintenant ça a évolué, c'est plutôt des after-work qui ont lieu en fin de journée. Donc en physique à Paris ou ça va dépendre un peu il se trouve que l'ambiance très conviviale, moi je joue très collectif, j'ai la chance d'habiter Paris, un appartement qui permet d'accueillir pas mal de monde, je fais très volontiers la cuisine et puis chacun apporte soit un bouquet de fleurs, soit une bouteille de vin, c'est vraiment très très sympa et on fait ça donc tout simplement à la maison. D'accord, bon, mais très bien. Et je voulais juste qu'on parle un petit peu de... Donc, on a parlé de l'impact des startups. Donc, aujourd'hui, tu as combien de startups dans cet écosystème? Alors, donc, je suis passée de 8 à 12, la deuxième année, et la troisième année de 12 à 15. Alors, mon but, c'est vraiment de rester à taille humaine. D'accord, parce que je pense que c'est très, très important qu'on se connaisse les uns les autres, qu'on partage. Tu vois, la semaine dernière, à l'Afterwork, il y a eu vraiment beaucoup de discussions, 2 par 2 ou à 3. Et de manière très approfondie, donc c'est pas superficiel, c'est pas juste. Oui, il y a vraiment des moments d'échange où tout à fait. On se confie les uns aux autres. Voilà, et ensuite on rebondit ensemble. Donc il y a parfois certains contacts que j'ai qui sont qu'on peut qualifier plutôt de très high level auprès de groupes très importants, des investment managers, des foncières, des promoteurs, etc. Où moi, je balaye assez rapidement tout mon petit portefeuille de start-up et elles me pointent le doigt sur tel ou tel qui vraiment les intéresse, qui correspondent à leur recherche du moment. Et à ce moment-là, j'enchaîne, j'embraye. Et parfois, c'est 2 d'entre elles, 3 d'entre elles qui ont une occasion également de pitcher ensemble, du coup, puisque finalement, c'est un même utilisateur qui va souhaiter éventuellement élargir et consolider
des applis plutôt que de multiplier. C'est un des reproches qui peut être fait dans les environnements de travail, justement, que finalement, on a besoin aujourd'hui de toutes sortes d'applis pour tout faire et que il y a un vrai besoin d'intégration, de consolidation, de tout ça, pour essayer d'avoir un portail unique, quoi. Tout à fait. Et pour nos auditeurs et auditrices, nous allons mettre la liste de toutes les startups donc que Cécile a citées, avec les noms aussi des dirigeants. Je trouve que c'est intéressant d'aller voir et de regarder aussi ce qu'ils font. Je trouve ça absolument génial. Et je voulais qu'on parle un petit peu, Cécile, donc finalement, dans ton parcours, on a parlé au début de la finance financière. Et donc là, avec le début en fusion-acquisition et en ton œil de business angel, c'est quelque chose qui t'est su, clairement, qui t'accompagne, parce que tout de suite, quand tu regardes tes startups, tu vois ce qui se passe. Et c'est génial de voir aussi qu'il y a eu finalement cette continuité aussi dans ta carrière, comme si tu avais tout préparé dès le départ. Hein. Alors oui, mais c'est aussi une question de rencontre, de hasard, et comme je l'ai dit tout à l'heure, d'ouverture d'esprit. Oui. Parce que je peux absolument pas dire qu'il y a 40 ans, je savais où je serais aujourd'hui. Et puis j'ai la chance également d'avoir des postes d'administrateur. Donc depuis 12 ans déjà, j'ai été dans des conseils d'administration tout à fait importants. Actuellement, je suis administrateur et je suis dans 2 comités d'administration des aéroports de Paris. Oui. Mais également, et je suis représentant du gouvernement dans le collège des administrateurs de l'État. D'accord. Également un autre fonds créé par l'APE, qui est la Société pour le logement intermédiaire, dans une foncière cotée qui s'appelle la foncière INEA, et puis également dans une biotech qui s'appelle AB Science. Comme mandat important, j'ai été administrateur pendant 5 ans du groupe Géodis. D'accord. J'étais également administrateur pendant 7 ans de Paref. Et puis j'avais commencé également dans les cliniques pendant plus de 5 ans, le groupe qui est aujourd'hui devenu le groupe Elsan. Donc j'ai eu la chance vraiment, grâce, je peux le dire, de la loi Copé-Zimmermann, et à mon souhait également de me porter candidate pour décrocher des postes d'administrateur. Et le plus dur, je peux vous dire, c'est le premier. Parce qu'une fois qu'on est dans le système, on est très souvent appelé, sollicité. Et d'ailleurs, en ce moment, je suis à nouveau chassée pour un très beau conseil. Donc oui, et c'est vrai que par rapport à un métier où j'avais une très grande constance, puisque faire le même métier finalement pendant 30 ans, on pourrait dire que c'est rébarbatif. Moi, j'ai trouvé que c'était extrêmement vivant, que c'était très varié, que je m'ennuyais jamais. Moi, j'étais passionnée par le management de mes équipes, mais c'est vrai que c'était quand même quelque chose, je dirais, de circonscrit, les bâtiments, les espaces, et même si c'était à une très très grande échelle, puisque chez Renault-Nissan, j'avais aussi une casquette Alliance, et je m'occupais du FM pour l'ensemble du groupe. Oui, donc beaucoup à l'international aussi. C'était à la fois varié et riche, mais les conseils d'administration, c'était une façon aussi pour moi de changer d'échelle et de continuer à construire et à capitaliser sur ce que j'avais pu connaître les 10 premières années de ma vie dans les fusions-acquisitions, puisque dans les conseils d'administration, il y a quand même une part importante qui est consacrée à tout ce qui est stratégie, tout ce qui est croissance externe, tout ce qui est arbitrage également d'activité. Donc ça a été finalement une façon de rester présente et fidèle à ces sphères-là, à ces sujets-là. Et qu'est-ce que ça apporte au-delà je pense aussi du réseau et puis cette capacité à prendre des décisions rapidement? Qu'est-ce que ça apporte en fait d'être dans des conseils d'administration Alors moi, ça va peut-être te paraître pompeux, mais je considère avoir une très grande responsabilité. Oui, je doute. Quand on est administrateur d'une société, c'est un petit peu l'instance suprême. Donc, on est redevable vis-à-vis des actionnaires, bien sûr. On est choisi par l'Assemblée générale qui vote pour le choix des administrateurs. Mais surtout quand on est administrateur indépendant, on a une responsabilité vis-à-vis de toutes les parties prenantes de l'entreprise. À commencer évidemment par les collaborateurs. D'ailleurs, dans plusieurs des conseils où je suis, il y a des représentants des salariés. D'accord, donc c'est vraiment des participants tout à fait importants. Et d'ailleurs, dans mes équipes chez Renault, il y en avait qui étaient représentants des partenaires sociaux dans différentes instances. C'était vraiment des rôles qu'ils faisaient avec beaucoup d'engagement. D'accord. Oui, ça permet vraiment de prendre des décisions
Voilà, donc un vrai lieu de dialogue, un vrai lieu d'échange. Quand on parle de tout ce qui est dialogue social, je pense qu'il y a une vraie réalité. Donc moi, je pense que d'être dans un conseil d'administration, c'est, je dirais, quelque part, enfin pour moi, c'est une forme d'aboutissement parce que c'est quelque chose de très très large, hein, puisqu'on regarde toutes les dimensions de l'entreprise, la dimension métier, évidemment, pour commencer, les produits, les services, la stratégie, le panorama, le marché, tous les indicateurs qui permettent de se projeter et de construire voilà une stratégie en fonction de la position qui peut voilà. Moi, j'ai souvent été chez le leader du marché et donc c'est vraiment très important d'avoir une stratégie de conquête, et tout en étant très très respectueux des prérogatives et des feuilles de route qu'on peut nous donner, notamment les actionnaires, donc et préparer l'avenir, hein, donc il y a énormément de sujets qui tournent également autour de ce fameux dialogue social par rapport à aujourd'hui les réglementations, que ce soit la taxonomie, que ce soit toutes les différentes lois sur, par exemple, la mixité, la parité, l'intégration des handicapés, le bien-être au travail, bien sûr, hein, tous les risques psychosociaux, tout ce qui peut être rapport extra-financier aujourd'hui, qui occupe beaucoup les conseils d'administration. Il faut toujours être tu penses qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus en termes de... On en parle plus, ou alors par rapport à il y a quelques années? Aujourd'hui, on en parle beaucoup plus, mais ça existait déjà. Aujourd'hui, oui, mais aujourd'hui, on ne fait pas que en parler, hein, puisqu'on est vraiment dans la mesure, on est aussi dans le contrôle. Et aujourd'hui, c'est plus une question de nice to have, hein, c'est vraiment des must absolus. Et je dirais, il y a des entreprises qui vont disparaître parce que elles vont être disqualifiées par leurs clients. Ça, c'est très important, effectivement. Est-ce qu'ils n'auront pas accepté de jouer le jeu, ou parce qu'elles n'auront pas pris la mesure de l'importance de cette transformation, de cette transition environnementale. Et c'est pas simplement pour se faire plaisir ou à la fois pour attirer les talents, les retenir et repenser complètement souvent les business models, et ce mot de transformation des organisations. Moi, j'ai été je l'ai dit, dans beaucoup de grands groupes, donc j'ai vécu beaucoup de réorganisations, beaucoup de changements d'équipes dirigeantes aussi, et d'évolution au sein des groupes de métiers, avec des variations très importantes de périmètre, donc j'ai beaucoup de recul, hein, puisque j'ai travaillé dans 6 entreprises différentes. Effectivement, ça même si en fait j'ai occupé les mêmes fonctions, donc j'ai changé d'entreprise tout en restant une professionnelle de l'immobilier. Et quand on vient me chercher, d'ailleurs, que ce soit pour du bénévolat ou pour des conseils d'administration, c'est toujours pour cette marque de fabrique et ce fil conducteur aujourd'hui qu'est l'immobilier. Donc si j'ai un conseil à donner, c'est quand même de pouvoir être connu et reconnu pour une compétence clé. D'accord, donc d'avoir une expertise dans un domaine clé. Voilà. Être reconnu pour quelque chose. Ça, c'est le conseil que tu donnerais. Et pour moi, c'est vraiment l'immobilier. Et j'ai accepté que ça devienne cette marque de fabrique. Au début, encore une fois, c'était à reculons. Oui, parce que l'immobilier n'était pas forcément quelque chose de tellement valorisé. Je pense que parmi les diplômés d'HEC, on n'est pas très très nombreux à affirmer ce parcours. Mais maintenant que j'y suis, j'en vois toute la richesse. Fusion-acquisition. Moi, j'en vois aujourd'hui toute la dimension humaine aussi, hein, puisque quand on s'occupe d'espace, ça veut dire qu'on s'intéresse aux gens qui vont y vivre, hein, que ce soit. C'est ça, et même plus, on touche directement aussi au confort des salariés, des collaborateurs. Donc c'est quelque chose aujourd'hui on peut pas et d'ailleurs aujourd'hui on parle beaucoup de qualité de vie au travail, et c'est effectivement pas des mots, ce sont des vraies réalités avec des choses qui se mesurent, avec des choix également à faire, hein, par rapport par exemple à tout ce qui est énergie actuellement, et des investissements aussi, beaucoup d'investissements. Et justement, quand je préparais notre interview, Cécile, j'ai lu quelques articles et tu disais
le retour au travail, le télétravail ou l'immobilier de bureau, etc. Et tu avais utilisé le mot d'événementiel. Donc, se retrouver au travail, au bureau, ça va devenir de l'événementiel. Donc, il faut que les entreprises puissent être capables de créer l'événement pour que les salariés puissent... Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus par rapport à ce mot d'événementiel? Alors, effectivement, je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes. Bon, déjà, j'aurais quand même faire un tout petit aparté pour dire que le télétravail, ça ne concerne pas tout le monde. Il y a beaucoup de professions. Quand vous êtes soignant dans un établissement de santé, quand vous êtes caissière, même si certaines enseignes ont tendance à déployer les caisses automatiques, il y a encore de l'accueil en magasin, des magasiniers, des caissiers, etc. Tout fonctionne pas de manière automatique et avec des livraisons. On est bien d'accord. Et le commerce a des beaux jours encore devant lui parce que c'est un lieu de vie, c'est un lieu de rencontre. Donc il y a beaucoup d'emplois aujourd'hui qui ne sont pas du tout concernés par le télétravail. Donc il faut être bien conscient que c'est une catégorie de personnes. Et puis je dirais que la deuxième différence, c'est que ça dépend pas mal des territoires, puisque en Île-de-France, on peut considérer que c'est très largement déployé, mais qu'en région, selon les villes, il n'y a pas forcément un tel engouement. Il faut dire que les temps de trajet ne sont pas forcément aussi longs non plus. Donc, ne généralisons pas non plus trop vite. Et il peut y avoir quand même pas mal de différences en fonction de la culture de l'entreprise, du métier de l'entreprise, de l'endroit où habitent les gens. Mais c'est vrai que sur des groupes très internationaux, d'ailleurs Renault depuis 2007 avait été un des premiers groupes à fortement développer le télétravail. C'était d'ailleurs bien avant le Covid, dans mes équipes. Et c'est vrai que le groupe était présent sur tellement de sites que de toutes les façons, quelque part, on était déjà habitué à faire des réunions multisites. Donc finalement, que vous vous branchiez depuis un site de Renault ou depuis chez vous, c'était pas forcément pour des collaborateurs qui étaient toute la journée en ligne avec le Japon, la Corée et l'Amérique du Sud. Ils étaient de toute façon beaucoup branchés sur l'extérieur des équipes et de l'activité qui se passait dans le bâtiment où éventuellement ils pouvaient être situés. Donc on peut parler effectivement de manière globale du sujet, mais l'immobilier, c'est souvent des réalités très territoriales et distinctes, marché par marché et actif par actif. Donc sur la dimension événementielle du lieu de travail, bon, c'est vrai que si c'est pour s'installer devant son ordinateur, devant son écran, un peu comme certains open space qu'on a pu connaître, où chacun met son casque et puis s'isole et finalement on se dit même plus bonjour parce que on a peur de déranger celui qui est déjà occupé ou qui essaye de se concentrer. Donc ça n'a un intérêt que très relatif, sauf pour ceux qui se sentent plus de facilité à se concentrer quand ils viennent au bureau parce qu'il y a une sorte de coupure avec leur environnement, et quand on a des enfants en bas âge, qu'on n'est pas forcément très bien installé chez soi, on peut parfaitement comprendre que même pour travailler seul devant son ordinateur, on puisse avoir envie de venir au bureau. Mais ceci dit, au bureau, il peut y avoir énormément de choses qu'on y fait et qu'on peut pas faire chez soi. Comme par exemple, quand vous travaillez sur des échantillons, des échantillons de vêtements, des échantillons de matériaux, quand vous travaillez dans des showrooms, etc. Il y a tout un tas de choses sur lesquelles il faut, ou quand vous avez besoin de plusieurs écrans, ou quand vous avez besoin d'ordinateurs qui ont des puissances de calcul, ou quand vous travaillez dans des laboratoires, c'est pas. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai voulu dire quand j'ai parlé d'événementiel ? Moi, j'ai toujours apporté énormément de soins à ce que j'appelais les temps forts. Je pense que dans une année qui s'écoule, ce qui est difficile souvent à supporter, surtout dans les métiers moi que j'ai pratiqués, c'est l'espèce de poids du quotidien, le côté extrêmement répétitif. On est, je l'ai déjà dit, des métiers qui sont pas forcément non plus très valorisés. On fait plutôt appel à nous quand il y a des problèmes. Les gens oublient toujours de nous remercier ou de reconnaître les qualités d'un lieu. Bon, et donc finalement, c'est important aussi, c'est ce retour d'expérience, ce partage, cette valorisation. On parle beaucoup de célébration. À un moment donné, faire des arrêts sur image, alors que ce soit en base annuelle, dans le cadre de conventions, de séminaires, faire aussi des outdoors, des
l'occasion de se retrouver à l'extérieur de l'entreprise. Alors, chez Renault, moi, j'ai beaucoup fait sur les sites du groupe pour que chacun puisse aller visiter des usines. On travaillait tous finalement sur des bâtiments et que ce soit Flins, que ce soit le Technocentre, que ce soit l'Hardy, oui, ça permet aussi de voir exactement de faire un peu la tournée. Donc moi, voilà, j'accorde beaucoup d'importance à ces moments où on se retrouve, où les gens se sentent, je dirais, reconnus dans leur fonction, où on a vraiment plaisir à retrouver les uns les autres. Et d'aller à la rencontre années, aussi. J'avais aussi pris soin de convier toutes les personnes qui avaient quitté l'entreprise pour l'année de leur départ, quand ils venaient de prendre leur retraite. On leur faisait signe pour qu'ils puissent venir saluer leurs anciens collègues. D'accord. C'est vraiment particulièrement apprécié de garder aussi ce lien. Ce lien, d'accord. Là, quand on a consacré toute une vie, parce que moi, c'est vrai que quand je prononçais quelques petits mots à l'occasion des pots de retraite, il y a des personnes qui quittaient l'entreprise après 38 ans de carrière, 40 ans, j'ai même dit, je crois, jusqu'à 45 ans. Ah oui, donc impressionnant. voilà, c'est des gens, quand tu parles d'engagement, c'est vrai que chez Renault, j'ai connu vraiment des équipes très engagées et des personnes qui parfois avaient eu leurs parents dans l'entreprise et ils avaient le losange à la place du cœur. Donc ce mot d'engagement, il résonne très très fort pour moi. Non, mais c'est super, et j'aime beaucoup le fait aussi de préciser pour le télétravail. Je trouve que c'est un discours qu'on n'entend pas beaucoup, de dire le télétravail, ça ne concerne pas tout le monde. C'est vrai que, donc merci beaucoup pour cette précision de taille. Je voulais qu'on parle un peu parce que Cécile, tu es une grande sportive aussi, tu fais beaucoup de sport. Et donc là, je voulais qu'on parle un peu de ton engagement sportif, notamment avec les cycles de l'immobilier. Comment ça se passe et puis comment c'est venu déjà à l'idée et puis aujourd'hui, quelles sont les actions que tu fais avec cette association? C'est une association, si je me souviens bien. Oui, alors en fait, c'est une association et maintenant j'ai rejoint le bureau de l'association. D'accord. Donc on n'est plus très nombreux à avoir fait finalement la première édition, puisqu'on en est à la 8e aujourd'hui. Et c'est vrai édition. que la première édition m'a proposé de venir. C'était Peter Petterel qui savait que j'avais fait l'ascension du Mont Blanc, qui m'a dit écoute Cécile, est-ce que tu viendrais pas faire du vélo avec nous? Alors moi, à part le vélo de ville, j'avais pas vraiment d'expérience de vélo de course. C'est quand même très très différent. Mais à partir du moment où on me le proposait, je me suis dit c'est que la personne qui me le propose, qui elle était aussi un grand sportif, avait confiance en moi et pensait que j'en étais capable. Donc la première année, c'est vrai que j'étais un peu une touriste et je pensais que je faisais ça juste une fois comme ça en passant. Puis en fait, je me suis vraiment prise au jeu. Et j'ai eu à cœur. Alors j'ai acheté un équipement de bonne qualité justement, puisque j'avais la chance de faire du sport avec des gens très compétents. Après avoir fait l'ascension du Mont Blanc, je pense que au niveau, oui, mais enfin chaque sport nécessite d'avoir un entraînement très particulier. Et donc je me suis vraiment lancée dans le vélo, qui en fait est devenu un sport également très à la mode. Il y a à la fois des gens qui le pratiquent depuis très très longtemps. C'est un sport très traditionnel que beaucoup de gens ont découvert étant enfants parce que leurs parents, leur père les emmenait et qui refont très très volontiers aujourd'hui du vélo, puis d'autres qui s'y mettent après avoir fait soit des triathlons, soit en Angleterre beaucoup pour des joueurs de golf qui se mettent au vélo. Donc c'est devenu aujourd'hui un sport, puis en plus il y a différentes façons de faire du vélo, il y a le VTT, maintenant il y a le gravel aussi qui est un mix entre le vélo de course et le VTT. D'accord. Donc le vélo c'est devenu un sport que beaucoup de gens découvrent et pratiquent, et qui a un mérite. Bon, évidemment, on peut prendre le train, l'avion avec son vélo, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut faire juste en sortant de chez soi et aller rouler. Alors, c'est vrai qu'une heure, c'est pas beaucoup. On fait plutôt des sorties de 3 heures, de 4 heures. 3 heures, on fait des 80 km, 100 km, toute météo, les grandes journées de 100 km. On roule en peloton. Donc, moi, ce qui me plaît énormément dans ce sport par rapport à beaucoup de sports que j'ai fait, comme par exemple le ski, c'est le côté collectif. On est vraiment dans une équipe, on est ensemble, il y a beaucoup d'entraide. D'accord. Et on reste ensemble, on se protège, on s'aide. Si l'un d'entre nous a un problème technique, comme par exemple une crevaison, tout le monde s'arrête, on répare. Donc, et puis à la fin de la sortie, on est vraiment très content, très, je dirais, très décontracté également.
Voilà, c'est une très très belle aventure. Donc simplement, on le fait pas que pour nous et le sport et je dirais le networking professionnel. On le fait aussi pour s'ouvrir aux autres, puisque depuis la première année, en fait, on lève des fonds. On en est au global à 750 000 euros. Donc chaque année, en fait, on subventionne 3 associations et chaque association, on la subventionne pendant 3 ans. D'accord, oui, donc il y a vraiment un accompagnement de l'association sur la durée. Voilà, donc on reçoit les équipes pour bien connaître leurs projets. C'est des associations de taille différente, mais c'est souvent des associations plutôt à taille humaine, souvent avec un lien avec l'immobilier ou alors avec notre entourage très proche, comme par exemple la maladie des enfants, recherche contre la mucoviscidose avec VLM. Et donc on est vraiment fiers de se dire que on profite de cette occasion d'avoir un projet qui donne à montrer des belles images, des belles ambiances, des belles vidéos, de se dire que ça, eh bien, il y a un petit peu je dirais un impact derrière aussi. Voilà, exactement. On sublime quelque part nos efforts, parce que le vélo, surtout quand il y a du vent, de la pluie, du froid, c'est pas toujours simple. Quand on est fatigué, il faut être également quand même très attentif et vigilant pour pas chuter. Éviter des accidents. Très près les uns des autres, on roule les uns derrière les autres. Tout ça, finalement, quelque part, on l'offre, tous ces efforts, à une cause commune que l'on défend, que l'on partage et sur lesquels on s'engage également, puisque on se fixe des objectifs et on attend de chacun qu'il fasse vraiment ses meilleurs efforts pour aller solliciter tout son entourage. C'est pas toujours facile de demander aux autres, de l'aide ou de donner, d'être généreux, de verser, du sponsoring et autres, mais ça fait vraiment partie du package et on peut pas juste aller faire du vélo et s'amuser. Il faut aussi se dire que c'est une magnifique opportunité de lever de l'argent pour des bonnes causes. Oui, je trouve ça vraiment génial. Bon, c'est un peu anglo-saxon de faire ça, hein, mais je trouve vraiment que c'est super de pouvoir à la fois allier donc l'effort sportif, l'effort physique avec une action d'accompagner, d'aider des puis associations. Ça crée la cohésion d'équipe. Vous voyez, par exemple, notre sponsor Gold, qui est Altaria, a installé des vélos dans leur hall d'accueil, de le siège de la rue de Richelieu, et tous les collaborateurs de l'entreprise, parce qu'évidemment, tout le monde ne part pas faire 5 jours de vélo, aller à Cannes au MIPIM, avec des journées de 200 km, etc. Donc, pour tous les autres, ils accompagnent par la pensée et à distance leur collègue qui, lui, est sur le vélo. Mais pour participer d'une façon active et opérationnelle, Altaria a installé des vélos et chaque kilomètre parcouru donne lieu au versement d'une somme qui va venir gonfler notre cagnotte. Donc ça va jusqu'à vraiment des actions de team building qui ont beaucoup de succès. D'accord, génial. Donc il y a vraiment l'engagement de cœur. C'est pas que la performance derrière, mais l'engagement là. En tout cas, merci beaucoup Cécile. C'était vraiment une joie et pouvoir partager avec nous, avec moi, ton parcours. Et donc moi, ce que je retiens, c'est vraiment, au départ, c'est les chiffres. Ne pas avoir peur d'aller comprendre les chiffres, comprendre comment ça se passe. Donc c'est le conseil que tu donnais à toute personne. Et il y a aussi les rencontres, être ouvert aux rencontres pour être ouvert aussi aux opportunités qui peuvent arriver. Donc toujours être ouvert aux opportunités. Et pour ta carrière, c'est vraiment finalement ça, les rencontres et puis les opportunités qui t'ont permis d'en être où tu es aujourd'hui. Est-ce que tu te considères comme une rôle modèle? Alors, moi, c'est vrai que il y a des personnes qui m'ont inspirée et qui m'ont aussi conseillé. Il y a beaucoup de personnes qui ont vraiment été des guides pour moi, à commencer par mes patrons. Donc, c'est vrai que si mon exemple et le temps que je peux en fait, il y a très souvent des personnes qui demandent à me rencontrer. D'accord. Alors, j'en fais pas du tout profession, hein, tout ça, ça reste amical, bienveillant, mais je le fais très volontiers. Parfois, des gens viennent me voir 10 ans après en me disant, tu sais, tu m'as donné tel conseil et ça m'a beaucoup aidé, je l'ai suivi. Donc, j'essaie de faire en sorte que, en tout cas, sans aucune prétention, sans aucune arrogance,
voilà ce que j'ai ressenti, les paris que j'ai pris, les expériences que j'ai eues et le recul que je peux avoir sur les choses puisse inspirer d'autres personnes. En tout cas, merci beaucoup d'être une inspiration pour moi et puis d'être aujourd'hui l'une des catalyseurs engagés des organisations, de toutes les organisations, à la fois pour le monde de l'entreprise et pour le monde aussi des startups. Merci beaucoup, Cécile. À bientôt. À bientôt, Andrea. Bonne chance. Merci. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez nous laisser un commentaire sur LinkedIn ou Instagram et le partager avec votre entourage. Si vous souhaitez sponsoriser le podcast des catalyseurs engagés des organisations ou nous proposer un partenariat, contactez-nous via le formulaire.